écouter ma voix, hein. En ce moment, les temps sont durs. Merci de votre présence. Merci Madame Arnaud. Je pense aussi certains de nos partenaires qui sont ici. Je les remercie aussi. Voilà. Le but d'une conférence de presse, c'était de donner un maximum d'ampleur à cette opération et surtout de donner un maximum de possibilités aux lecteurs d'être informés de cette possibilité, de participer à cette lecture Odyssée de 3 mai. C'est pour ça qu'on a souhaité faire avec la Cité du Livre, on a souhaité faire cette conférence de presse. Donc moi je suis là pour vous informer, vous dire comment ça se passe. Voilà, en insistant bien sur la réunion du mercredi 13 février à 18h30, où je sais qu'il y a déjà des gens inscrits à la Cité du Livre. Je crois qu'ils sont 23 déjà. Ouais. Ça. Ceux qui se sont inscrits individuellement. Individuellement. C'est-à-dire que là, il va y avoir d'autres qui vont venir parce qu'ils ont... Voilà, ce qu'on souhaiterait, nous, c'est que ça s'élargisse au maximum. Donc c'est pour ça que la voie de presse nous semble intéressante pour donner un petit peu d'amplitude à cette proposition. Je trouve une proposition un peu originale de faire participer les gens à une lecture aussi insolite, hein, puisqu'il s'agit de lire les 12 000 vers de la traduction de Philippe Jacotet en une nuit, à partir de 18h30 jusqu'à 5h du matin. Dans un lieu qui est l'Agora de la ville, enfin, c'est la place de l'hôtel de ville, dehors. Et on a choisi ça aussi parce que c'est en proximité avec un de nos partenaires qui est donc là à Longrin, qui est là, qui restera ouvert aussi la nuit, qui servira de logistique, qui servira aussi de lieu d'enregistrement puisque Radio Zinzine va transmettre l'intégralité de la lecture à partir de 8h, parce qu'avant 8h, je crois qu'ils ont des bulletins d'information à faire. Et je trouve que c'est une belle composition, parce que je trouve que c'est intéressant que des gens qui ne feraient que passer ou qui resteraient un moment puissent continuer à l'écouter chez eux, ou avoir deux points de vue sur une lecture publique et une lecture intime, comme on peut l'avoir à la radio. Et surtout, très important aussi, elle pourrait être postcastée. Donc les gens pourront avoir la postcastée, c'est-à-dire que les gens pourront récupérer sur Internet l'ensemble de la lecture. Voilà. Pourquoi on a choisi la traduction de Philippe Jacotet? Parce que moi je connaissais un peu d'autres traductions qui sont plutôt en prose, on raconte plus l'histoire, qu'on met en valeur la dimension de chant, et je trouvais que c'était intéressant comme challenge de s'attaquer dans sa forme, pas initiale, c'est comme ça reste une traduction, dans sa forme initiale, parce que je pense qu'elle recèle de toute façon des vertus qui fait que c'est paradoxalement, je crois, plus facile, après le travail, de dire cette version de Philippe Jacotet que de dire une version plus prosaïque, entre guillemets. Voilà. Donc on a choisi cette version. Nous souhaitons un rapport avec Philippe Jacotet. Annie a la gentillesse de s'en occuper. Ça sera peut-être ou sa présence ou aller l'interviewer et faire une vidéo. Vu tout ce qu'il dit sur son travail de traduction et vu la qualité de la personne, ça nous semble très intéressant d'avoir un contact avec lui puisqu'il est là et qu'il est dans notre région en plus. La Cité du Livre est partenaire principal parce que ça m'a semblé, évident de les rencontrer et de leur faire part de ce projet. Ils ont bien voulu y participer. Donc cette conférence de presse se fait là, la réunion publique se fera aussi ici, dans la salle de lecture. La salle d'adulte, oui. Adulte. De 13 à 18h30. Et un atelier aura lieu aussi pendant les 5 semaines qui précéderont les 3 mai ici, que j'animerai. Et il y aura un autre atelier à l'atelier, Hôtel des Ateliers Place Piolis, qui lui est en fait une mutation de l'atelier public, vous savez, qui a lieu tous les mardis à Aix, qui rassemble une quarantaine de personnes, et qui travaillera sur cette Odyssée, sans obligation pour les gens de participer à la lecture. Mais je pense que c'est intéressant aussi, pédagogiquement, de s'attaquer à un travail sur une œuvre aussi patente. Et mon état d'esprit pour aborder l'Odyssée, je ne suis pas un spécialiste de l'Odyssée, je ne suis pas un admirateur, c'est pas forcément mon livre de chevet, mais j'ai toujours l'envie, quand il y a une œuvre majeure de la littérature, d'aller la visiter comme on visite un pays.
et ce à quoi j'invite les lecteurs, c'est d'aller au fond découvrir ce pays. Et comment le découvrir mieux qu'en lisant l'intégralité, donc dans sa durée, et à haute voix. Et j'ai toujours été surpris de ce que la haute voix révélait par rapport à la lecture silencieuse, qui a sa vertu. Mais la lecture à haute voix révèle beaucoup d'autres choses. Et mon pari, c'est d'arriver avec des gens qui ne sont pas forcément lecteurs, pas d'être eux concernés par ce travail. Et je pense que quand on est concerné, on concerne aussi les gens qui vous écoutent. J'ai souhaité, alors que c'était une possibilité de se mettre dans des endroits plus intimes, plus protégés que la place de la mairie, j'ai souhaité que l'écoute puisse être flottante, que le passant puisse s'arrêter. C'est un risque qu'on prend, mais je trouve que j'ai pas envie que les gens viennent assister à cette lecture. Je veux aussi que la dimension de veille, c'est pour ça que j'insiste sur le mot de veille théâtrale. La veille, ça veut dire c'est un relais dans la cité pour porter à haute voix ce texte, quel que soit l'auditoire, nombreux, pas nombreux. Je prends un exemple qui est un peu militaire, mais la relève de la garde à Buckingham Palace, en Angleterre. Il y a des gens, le jour où il fait très beau, il y a 1000 personnes qui viennent y assister. Et le jour où il pleut, il y a quelques pervers qui se mettent dans les cafés pour voir s'ils vont bien faire sous la pluie ce qu'ils font quand il y a plein soleil et des touristes qui les regardent. J'arrêterai là l'image militaire parce que je trouve que bon, ça va. Mais ce que j'aime bien là-dedans, c'est que la conviction des lecteurs, elle doit suffire déjà. Et que c'est cette conviction des lecteurs qui va pouvoir effectivement communiquer, y compris des passants qui ne savent pas ce que c'est que l'Odyssée ou qui n'ont peut-être pas envie de le savoir, d'être touchés ou accrochés ou intéressés. Quand je vois quelque chose dans la rue, souvent je me dis mais qu'est-ce que c'est? Et je dérange souvent le voisin qui est en train d'écouter pour lui dire que c'est quoi qui se passe. Donc il va y avoir un processus scénique, une voile, sur lequel il y aura des projections, on saura toujours où on en est. C'est-à-dire on sera informé de l'endroit où on est de l'Odyssée. Et si les gens l'acceptent aussi, qui lit? Donc c'est important de valoriser les gens qui vont faire cette démarche. Le côté veille, le côté flamme, moi j'aime bien aussi l'image de l'époque grecque, c'était du phare de Marseille, où c'était des gens qui entretenaient un immense brasier sur les toiles en guise de phare. Et je trouve que ce relais de gens qui entretiennent un feu m'intéresse bien aussi comme métaphore. Et que la lecture, par exemple, ne sera jamais interrompue. Du coup, j'ai prévu des pompiers lecteurs, qui sont des comédiens professionnels, qui seront là pour pallier à tout incident, retard, absence, de façon à ce que cette continuité de la lecture, elle soit assurée dans tous les cas. Alors je mélange un peu, je m'excuse, le processus scénique, c'est quelque chose que va faire Jacques Brossier, qui est un de nos collaborateurs, qui est aussi sculpteur en fer, et qui va faire un processus scénique qui permettra un petit piédestal pour les lecteurs, et aussi de permettre autour de mettre les musiciens, parce qu'il y aura 3 musiciens, un violoncelliste, un pianiste et un saxophoniste, qui vont accompagner toute la nuit le travail des lecteurs. L'accompagnement n'est pas facile, c'est pour ça que vous verrez dans la charte, j'ai marqué que les lecteurs acceptent que des musiciens travaillent avec eux, parce que le premier sentiment quand on a des musiciens qui travaillent avec vous, c'est qu'ils vous gênent pour être entendus. Alors que moi, l'expérience que j'ai faite, notamment dans beaucoup de cas, et notamment dans le discours de la méthode, où là, le musicien, où je dis un texte en slam, le musicien il va à fond, n'est pas du tout gênant. Et ça sera à moi de convaincre les gens dans les ateliers que ça sera intéressant, au contraire. La musique ne sera pas illustrative. Elle sera une espèce de, comment dire, elle sera garante du temps qui coule, ce qui permettra effectivement à des variations de rythme, à des variations aussi de tempo de lecteur, d'être quand même balancée avec une musique qui, elle, sera une espèce de tapis roulant sur toute la nuit. J'ai souhaité aussi un dispositif non invasif d'amplification, c'est-à-dire que j'ai envie que les gens s'approchent, donc j'ai envie de faire... avec nos amis techniciens, de faire quelque chose qui soit audible dans les 60 mètres autour, mais qui ne soit pas invasif sur la place, de façon à ce qu'on n'impose pas la lecture, et que les gens aient envie d'aller l'écouter.
Alors, dans mon travail, dans les ateliers, alors, il y a un autre atelier dont je n'ai pas parlé, qui est celui qui est relié au jazz de Bouffant, parce qu'on a envie de toucher différents publics, qui sera animé par Siméon Fiolaine, et qui sera donc comme lieu logistique, la Halle au Grain, qui est aussi on ne dit pas une annexe, c'est pas bien. Une bibliothèque de proximité. Une bibliothèque de proximité. Voilà. Donc je remercie encore nos partenaires de nous permettre d'avoir ces lieux logistiques, y compris celui-là à Grain, qui je pense que va être très utile. Donc cet atelier me semble important parce que nous, on souhaiterait vraiment qu'il y ait un public très divers qui puisse y participer. Là, en ce moment, j'anime un atelier à Vaulnargues avec un enseignant passionné d'Odyssée qui essaye de faire passer cette passion auprès de ses élèves de seconde, ce qui n'est pas du tout évident. Mais j'ai été faire une intervention et au bout d'une demi-heure, j'ai vu les colonnes vertébrales se redresser et les yeux un peu s'allumer. Donc je me suis dit, tiens, finalement, il y a un gisement dans ce texte qui peut les intéresser. Alors comment les intéresser et comment je compte intéresser les gens dans ces ateliers, ben, c'est de faire la part de la forme et du fond. C'est-à-dire que c'est un plaisir de dire une langue qui est belle, mais il faut jamais que ce soit au détriment du sens. Donc cet aller-retour entre le sens et la forme, donc le fond et la forme, me semble assez essentiel dans le travail. J'ai parlé de musicien, mais il y a aussi un partenaire que j'aime beaucoup, que j'ai eu l'occasion de connaître grâce aux Écritures croisées à vous le lire, c'est Bernard Menot, qui est donc chorégraphe, et que j'aime beaucoup, d'abord dans son rapport humble au travail artistique, et puis son enthousiasme, et l'ardeur avec laquelle il rentre dans un projet. Et donc on travaille depuis un certain temps ensemble pour ce projet, on s'est rencontrés encore avant-hier. Il ne peut pas être là, il s'en excuse, mais il est représenté par une de ses collaboratrices. Merci d'être là. Et donc Bernard Menot va faire... alors, je choisis que des images qui ne sont pas très belles, hein, les militaires pour le là. Et là, je choisis l'image de la chèvre. Alors, l'image de la chèvre, c'est que nous serons le piquet, les lecteurs seront le piquet, et Bernard Menot sera la chèvre au bout de son lien, et qui essayera, comme toutes les chèvres, de s'éloigner le plus possible pour trouver de l'arbre grâce. Et donc, il aura la possibilité de se rapprocher, de s'éloigner. Il va faire un travail qui va s'appeler les marcheurs du temps, qui sera une marche lente, toute la nuit, avec un grand papier qui se déroule sur lequel les gens pourront marquer des choses, et puis des interventions plus agitées, disons, moins lents, qui va faire pour ponctuer la nuit. Mon souci, c'est que l'interaction avec la lecture se fasse toujours indirectement et non directement, toujours mon envie de l'autonomie des plans. Je crois que les plans qui sont plus des plans sont autonomes, plus les spectateurs les font se rejoindre dans une démarche mentale qui m'intéresse beaucoup, plutôt que d'avoir une musique qui dit ce que déjà dit le texte et une chorégraphie qui essaye de s'affoler au moment où il y a la tempête. Dans l'Ulysse, ça ne m'intéresse pas trop, même si ça se fera naturellement, je pense, parce qu'il y a des communications d'énergie, par des exaltations des lecteurs qui peuvent se transmettre aussi aux musiciens et aux chorégraphes, et je crois beaucoup à ça. Dans nos démarches, parce que je considère les démarches pour faire l'opération comme faisant partie de l'opération, donc les contacts que j'ai eus avec Annie, les contacts que j'ai eus aussi avec Christelle Roy, qui est donc responsable du pavillon Vendôme, mais dans un premier temps, elle a eu la gentillesse de nous proposer de faire effectivement cette lecture, d'envisager la possibilité de faire cette lecture dans le jardin, mais ça nous semblait, c'était très séduisant, parce que j'adore cet endroit, mais en même temps, ça faisait une démarche volontaire de l'auditeur, et dans l'esprit, c'est vraiment l'agora, j'ai vraiment envie de me mettre dans un endroit de passage, avec les risques que ça a, mais je veux dire, ça ne fait pas trop peur. Et donc, par contre, je trouvais que c'était dommage, vu qu'il y a une exposition sur le mythe, c'est pas un mythe, mais on va l'appeler le mythe, de Pénélope. Et donc ça s'appelle, l'événement s'appelle... Tisser des liens. Voilà, Tisser des liens. Ça me semblait intéressant de créer un lien entre le pavillon Vendôme, cette exposition, et puis l'endroit de la lecture. En plus, je trouve que ça fait un ailleurs pour cette lecture statique, un endroit absolument bizarre. Cet ailleurs peut être effectivement dans l'histoire du TAC, au niveau de la représentation. Donc il y aura un petit cortège qui va partir du pavillon Vendôme, sans doute avec quelques textes d'amorce, et si bien que on arrivera sur la place et on sera accueilli, et la lecture commencera tout de suite, elle sera commencée tout de suite. Moi j'ai beaucoup observé
et des cérémonies en Espagne ou ailleurs, il y a toujours un cortège avant de commencer un truc à un endroit. Il y a toujours un trajet, de façon à ce que les gens ne moisissent pas sur place, et qu'ils sont obligés de se faire un start pour commencer. Et j'ai toujours trouvé que c'était à la fois opportun, parce que je trouve que c'est formidable qu'il y ait autre chose de 2013 qui est intéressant et qu'on ne peut pas laisser passer, je trouve. Et en même temps, de trouver ce système d'aller vers le point de lecture et d'y commencer la lecture. Voilà. Peut-être que les techniciens, les musiciens, eux, resteront sur place, prêts à nous attendre là-bas, mais tous les autres, les lecteurs qui seront disponibles, ça, on fera le trajet. On nous a calculé en pas, c'est des grands pas, mais ça fait entre 800 et 900 mètres, c'est pas très très loin. C'est quasiment direct et naturel. Voilà. Mais ça crée un ailleurs. C'est tac. Voilà. Donc merci. D'abord, Christelle nous a donné la possibilité de le faire là-bas, mais on y a renoncé parce que je tenais assez à mon projet d'Agora. Voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié? Dans un premier temps, ce serait intéressant de répondre à vos questions. Ah, tu peux nous en parler. Élodie est donc une collaboratrice du Théâtre d'Atelier qui va pendant ces quelques mois, qui va se consacrer à ce travail de préparation, et notamment de faire un blog, je en parle, excusez-moi, un blog qui va accompagner tout le cheminement, y compris des réactions des gens, y compris des réactions des gens dans les ateliers. Je trouve que c'est important de voir que ce n'est pas une opération ponctuelle qu'on fait comme ça là-bas, que c'est un processus, que ce processus il remonte de loin, puisque c'est notre pratique d'éveil théâtral, qu'on a commencé il y a très longtemps avec des écritures croisées, avec la lecture de Don Quichotte avec Jean-Marie Broucaré, qui était une lecture de 9 heures dans l'amphithéâtre, qui a été le point de départ de beaucoup de veilles théâtrales organisées par le Atelier, mais organisées aussi avec la fête du livre, puisque la dernière c'était Macao de Volodine, qui a eu lieu en octobre. Et donc cette tradition de veille théâtrale, et je l'aime beaucoup parce que petit à petit un public a accepté de s'installer pour des longs temps, fois 4 heures, 5 heures de lecture. Et de plus en plus, et ça ce que je trouve formidable, c'est qu'avant il y a des gens qui nous rejoignaient, et quand les derniers nous rejoignaient, les premiers partaient. Et on a constaté par exemple sur Macao de Volodine, les gens sont restés d'un bout à l'autre. Volodine est venu. Volodine est venu, ouais. Donc ça c'est une formidable expérience éveil théâtral, parce que je ne sais pas si vous avez déjà assisté à une lecture longue, mais très rapidement, l'acteur, parce qu'il est dans la dépense, dans la fatigue, prend le souffle de l'écrivain. C'est écrit de telle manière qu'à un moment donné, le souffle apparaît et que finalement, il y a une présence qui est convoquée, qui est assez intéressante. Du coup, ça donne une atmosphère assez étrange et assez forte quand on lit l'intégralité et quand on veut être exhaustif. C'est-à-dire qu'on veut lire tout, parce qu'on ne sait jamais où est le petit secret, c'est comme les grands cuisiniers, on ne sait pas quel est l'ingrédient qui a fait que le plat se goûte. Et donc on ne peut jamais savoir dans une adaptation quelle est la chose qui est importante, et en le disant entièrement un texte. Et ce sera le cas de l'Odyssée. On va peut-être découvrir des petits secrets. En tout cas, je pense que pour les lecteurs, ce sera un grand voyage. Pour les modalités, j'ai créé une charte. Il y a de l'humour dans la charte du lecteur. Parce que ça fait un peu... Mais en même temps, c'était toutes les choses qu'il fallait qu'ils acceptent qu'il y ait de la musique, qu'ils acceptent que ce soit enregistré, qu'ils acceptent aussi qu'ils seraient obligés d'être prêts à enchaîner avec l'autre, donc un passage de témoin qui est important, sur lequel j'insiste. Donc j'ai cette petite charte. Et en même temps, la vertu de la charte, c'est qu'elle donne aussi l'esprit, un petit peu. Voilà. Alors, à côté du processus scénique qui va ressembler à un bateau, mais on ne lutte pas à une façade, aussi décorée, aussi belle, en faisant soi-même une chose. Donc ça sera une chose un peu abstraite, mais quand même avec une voile et quand même un endroit qui ressemblera à un bateau, mais qui ne fera que ressembler. Parce qu'il ne faut surtout pas faire du carton-pâte devant cette façade qui est si belle. Donc Jacques travaille là-dessus et j'aime bien ce qu'il est en train d'envisager. Les lecteurs sont en hauteur, donc pour une vue de la place entière.
Voilà, j'étais en train de dire autre chose. J'étais en train de dire, oui, que c'est marqué aussi que les lecteurs auront un badge. Bon, c'est un badge, mais quand tu as un lait, j'en ai un, donc c'est essentiel. Ils auront un badge et ils pourront. Il y a une petite tente où ils pourront venir se restaurer et toute la. Là, c'est une chose auquel on tient dans la veille théâtrale, c'est d'offrir aussi aux gens, spectateurs, à manger. Mais là, c'est pas les spectateurs, c'est les lecteurs qui seront là. Et on souhaiterait que si le calage est bon, qu'aux premières lueurs du jour, il y a un petit déjeuner un peu collectif. Voilà. Je vais peut-être remettre les pieds dans le plat, oui. S'il pleut. On peut dire sous la pluie, c'est sympa. C'est l'heure-là de la garde, ça a lieu. Non, non, je pense que il ne va pas pleuvoir. Non, c'est clair. On a, en principe, quand on fait les choses en plein air, moi je touche du bois, hein, je ne sais pas si c'est du vrai bois, mais on a une espèce d'option comme ça, beau temps. Hein. On le sait, c'est sud, il y a la salle, salle des mariages à côté. Où, il y a une année où ça a été difficile. Mais autrement, je pense que la bibliothèque de la Halograin, elle se déménage avec des options quelques-uns. Oui, je pense que la Halograin peut même prévoir un petit peu le repli, parce que la météo, maintenant, on a la chance qu'elle se prévoit. C'est vrai, elle se prévoit. Un petit peu 24 heures à l'avance, donc. C'est assez précis. C'est l'alerte. C'est quoi? C'est une alarme d'incendie. Il y a le feu. Vous avez mis sur ce portrait juste là. Quelle est là? Si jamais c'est une vraie. Ah non, pas là, là. On va sortir de la pièce. En sortant à gauche. Sur ta gauche. C'est une vraie alerte? Juste quand on voit vraiment évacuer, je pourrais faire la photo avant que ça flambe. Après, ça peut brûler, c'est pas grave. Mais juste avant, comme ça, je suis prévoyante. Ouais. Il faudra préserver l'appareil photo, en fait. Tout à fait. Cette trace. Il voulait dire Ulysse. Alors, une dernière chose, avant de répondre aux questions, peut-être, c'est j'étais très surpris en lançant cette opération de l'engouement. Il y a des gens qui ont envie de lire. On a eu beaucoup de propositions. Alors, du passage à l'acte, il y a peut-être un espace important, mais j'ai senti une envie. Et donc je me dis, tiens, c'est formidable cette envie, qui n'est pas évidente à dire devant les gens. Du coup, je me suis dit, peut-être qu'il faut que les gens soient bien responsables de leur passage, que ce soit bien à eux. Ils sont le maillon d'une chaîne et il faut que ce maillon-là, ils puissent le même, éventuellement s'ils ont envie, par peur de l'apprendre, s'ils ont envie de l'apprendre, de le travailler, de donner cette possibilité de s'approprier complètement ce maillon. J'ai un peu décidé que la lecture, chaque morceau durait entre 2 et 3 minutes, peut-être un peu plus, mais pas forcément moins, parce que je pense que non, mais il faut que les gens aient le temps de prendre de l'élan et que leur singularité, leur voix, leur personnalité passent à travers. Mais en même temps, je ne veux pas les mettre en danger, certaines personnes en danger dans une lecture difficile. On sait que la récitation est souvent là et c'est un gros boulot de déconstruction pour arriver à ce que une lecture soit attrayante. Hein. Elle doit l'être un minimum, d'abord pour ceux qui lisent, je dirais en premier, et un deuxième pour ceux qui écoutent. Mais en général, ça va de pair. Si on ressent dans son corps, si on ressent les images, il se passe quelque chose. Ça va, vous n'avez pas dit. Alors C'est une micro-coupure qui a déclenché une alarme. D'accord. Donc voilà, mais en tout cas, les quelques travaux que j'ai faits déjà sur ce texte prouvent qu'on a raison d'aller visiter ce pays, je pense. C'est un superbe texte. C'est jamais un hasard qu'on a un texte comme ça, à cet aura. Donc voilà, j'ai confiance. Mais c'est une découverte, j'ai envie que ce soit une découverte. Voilà. Moi, je pense que pour beaucoup de gens, c'est une découverte, ce texte, de toute façon. On l'avait vu déjà avec Don Quichotte. Tout le monde connaissait le moulin. Oui. Quand on voit le reste, c'est magnifique. Et là, c'était une magnifique, oui, tout à fait. C'est courageux de votre part de... Enfin, vous êtes courageux. Moi, je me souviens la première fois sur du théâtre public, on avait essayé de vous mettre dans un lieu un petit peu protégé, vous n'avez pas voulu, et ça s'était très bien passé. Voilà. Je trouve que 2013, c'est une occasion de faire des choses différentes, mais en même temps fidèles à notre parcours
Et je pense que 2013 devrait être un moyen aussi d'amplifier et de faire connaître un travail qui se fait tout au long de l'année, depuis plusieurs années, en profondeur, et non pas faire de l'exceptionnel pour l'exceptionnel. Donc le caractère exceptionnel, c'est la performance, mais c'est tout à fait, comme je le dis, en rapport avec l'éveil théâtral, avec les ateliers publics, avec le travail qui se fait avec les jeunes dans les options, etc. Donc pour moi c'est essentiel. Et puis les fidélités, je crois beaucoup aux fidélités. Hein. Je travaille avec Bernard Menot parce que Annie, tu me l'as fait connaître, et aussi parce qu'il y a toute cette tradition de travail qui se fait ici à la Cité du Livre, avec la fête du livre. Et pour moi c'est essentiel ces fidélités-là, parce qu'elles sont en général nourries. C'est pas simplement une fidélité affective. Ce sont des fidélités qui iront de 2013 en plus. Oui. Voilà, ils étaient là avant, ils seront là après. Oui, on espère bien. Bah, voilà. Après 2013, il y a 2014. Donc. Voilà, c'est important de survivre à 2013 et que ce soit une vraie fête. Oui, parce que c'est pour ça que tout à l'heure j'ai un peu crié à la Provence. Quand c'est du spectaculaire, ponctuel, comme vous dites, Alain, ils sont là. Quand c'est du fond, on a du mal. Voilà, c'est fatigant, bon, voilà, bref. Et encore une fois, je leur dis, mais c'est pour les acteurs culturels qui travaillent toute l'année, depuis des années, sur le terrain, etc. Et là, vous n'êtes pas là. Bon, enfin, on les fera venir le jour J, on ira les tirer. Oui, de toute façon, ils savent que ça a lieu, et nous on ne dira pas qu'on les harcèle, mais on les informe régulièrement. Maintenant, moi j'ai fait un peu de journalisme quand j'étais très jeune, c'est vrai qu'on va vers l'événementiel, toujours. Et c'est terrible. Bon, non. Il faudra faire comprendre que c'est de l'événementiel. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Oui. Par rapport aux questions, vous dites que chaque fois les membres de l'atelier, les lecteurs vont discuter 2 à 3 minutes, donc c'est jusqu'à 5 h du matin, on aura combien de lecteurs environ? On espère entre 100 et 200. Ah oui. Là, pour l'instant, on n'est pas loin des 80. On est déjà un peu engagé. Alors après, entre ce que je vous disais tout à l'heure, oui, plus, mais je préfère être prudent. Sinon, la presse, on dit qu'on est 90, après qu'on est 50. 50, c'est beaucoup déjà. Non, je pense que de l'envie à l'acte, il y a une différence. Mais je sens, c'est à nous aussi, c'est notre boulot. C'est pour ça qu'on a déclenché cette conférence de presse, mais je ne suis pas forcément pour les conférences de presse. Mais les conférences de presse pour essayer de donner toutes les possibilités d'élargir et de l'information pour amener des gens comme ça qui auraient envie de pouvoir participer, parce que on ne va pas aller mettre les gens dans le mur, notre boulot de professionnel, c'est de les protéger, de leur donner des outils, de les sensibiliser. Justement, comment se déroulera par exemple un atelier pour les lecteurs qui viendront? Eh bien, dans un premier temps, dans l'eau du bain tout de suite, en bas. Et puis on voit les éclaboussures, les difficultés, et après on voit des outils pour flotter. Et notamment, comment dire un texte, non pas loin, mais à l'intérieur de soi, en visualisant les choses qui sont dites, en n'ayant pas peur de l'addiction, qui est une façon aussi de propager la formation. Hein, donc toutes ces choses que moi je sais faire, que je pratique depuis longtemps et que j'ai envie de communiquer aux gens, de donner au maximum de gens. Je le fais déjà dans les ateliers publics. Mais je pense que c'est comment dire, un vrai cadeau de lire, et donc d'avoir des outils pour lire. Et nous, on a le devoir de donner ces outils, je pense. Mais Anna, est-ce qu'il y aura des lectures spontanées? C'est-à-dire si... Oui, ce que j'allais poser, comme si quelqu'un se présente. Voilà, si quelqu'un, comme pourra vous lire, si quelqu'un tout d'un coup, parce que je n'ai pas vu ça. Alors je t'ai marqué un truc, je ne sais pas si qui est... Si, par exemple... Ça arrive souvent. Oui. Les gens qui sont pris parce qu'ils n'osent pas, tout d'un coup ils ont... On l'a marqué ou pas? Voilà. Chaque lecteur ou groupe de lecteurs accepte le principe d'un soutien musical. Si pour sa lecture il souhaite proposer le sien propre, il peut le faire sous sa responsabilité, après accord avec la direction artistique. Voilà. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui disent « moi je ne veux pas aller dans un atelier, je veux préparer là », il faut qu'on ait une discussion pour pas que ce soit n'importe quoi. Et il y a la possibilité. Mais une spontanéité sur le jour, je n'y crois pas. C'est ça que je voulais te poser comme Parce que le dispositif va être assez lourd quand même. Parce qu'il y a les musiciens, il y a le chorégraphe, les danseurs, il y a les informations qui sont en déroulé, les noms des gens, tout ça. Donc je pense qu'il faut
Il y a un dispositif. Je pense que la spontanéité elle doit être plutôt dans le travail qu'on va faire en atelier, une spontanéité par le travail qu'une spontanéité. Et quelle sera la tranche d'âge de lectorat, puisque vous êtes parti à Ronald, vous avez des lycéens? Là, pour l'instant, c'est des élèves qui sont en seconde. Donc il y aura des jeunes, je pense qu'ils feront la première partie. On n'est pas obligé à faire toute la nuit. Voilà. Et les élèves de Cézanne aussi? Les élèves de Cézanne de l'option, je pense qu'aussi on va participer. Vauvenargues également, Cézanne? Ouais, Cézanne, Vauvenargues. Je ne sais pas Siméon, parce que Siméon, sur le jazz de Bouffant, il est aussi obligé de trouver ses partenaires, c'est pas du tout évident. Oui, là, c'est le centre social et la bibliothèque qui se sont accordés pour aller à la pêche aux lecteurs, enfin en parler. Et puis il y a, comment il s'appelle ici, qui va aussi... Balthazar. Balthazar, qui est quelqu'un qui travaille avec vous. Parce que nous, en fait, l'idée, on s'associe avec toi, c'est bien sûr tout ce qui a été dit sur la lecture, les ateliers depuis longtemps. C'est aussi qu'on a pensé à notre public et on s'est dit que c'était aussi quelque chose qu'on pouvait leur offrir, quoi, de participer à une nuit comme ça. Ouais. Donc on a pas mal communiqué depuis 2 mois dans notre bulletin et ça a donné des résultats quand même. Oui, c'est pour ça que je te dis, il y a également des publics un petit peu spécifiques qu'on va mettre, avec Frédéric Jean qui s'occupe des publics un peu en difficulté, qu'on va faire participer aussi au dispositif. Voilà, c'est le problème de public en difficulté, c'est qu'ils soient en sécurité. Voilà, mais bon, donc, on va avoir ça avec les animateurs et de faire que... on va pas amener des publics. Non, mais du fait que les différences entre les lecteurs soient vécues comme un différentiel positif, Ah oui. Je crois que la variation des lecteurs va être source de richesse, à condition, ça c'est notre travail, d'éviter la récitation. Qui pénalise tout le monde, le lecteur en premier et l'auditeur en deuxième. Mais quelqu'un qui a des difficultés à lire mais qui le fait avec son corps, sa difficulté, une espèce de norme de lecture qui alors là, est soporifique. Ça je lutte contre ça. Une des grandes barrières actuellement, ce qui se passe dans l'école depuis un petit moment. Moi, j'étais juste au fait de l'acquisition de la lecture technique. Ce dont on se rend compte, c'est qu'on se retrouve avec de plus en plus d'adultes, eux-mêmes parents, qui ont des difficultés avec la lecture. Et c'est vrai que proposer ce type d'activité, de manifestation, de chant, c'est très ambitieux. Ça peut leur sembler a priori très éloigné justement de leur, pas de leur envie, mais de leur pratique, parce que je vois, il y a ce tabou complet, quoi. Et cet empêchement, parce qu'on arrive à des situations d'empêchement. Et je pense que c'est avec des publics, je crois, qui sont éloignés de la lecture, a priori pour des raisons qui ont été à l'école. Bonjour. Monsieur. On était à l'école, donc je veux dire, c'est pas une question, je suis arrivée il y a 3 jours. Quoi. Et le souci, c'est que je vois des actions comme ça peut complètement débloquer. D'ailleurs, j'étais à l'école d'art et il y a tout un truc sur l'autoportrait, les médiums, vidéo, photo et peinture. Et il y avait à un moment donné 2 autoportraits absolument magnifiques. Et on m'a dit, voilà, ça c'était un jeune étudiant, il était dyslexique. On l'a catalogué dyslexique à l'école, donc il a raté systématiquement toute sa scolarité, il a un vrai problème avec ça, et il peint simultanément avec ses 2 mains. Et c'est la peinture qui, à un moment donné, les arts visuels, qui lui a donné cette espèce de... Voilà. Et ça, c'est vraiment... et c'est très important. Oui, et on est un pays de poésie, de poètes, et on ne sait pas la lire. Du coup, voilà, la poésie, alors que c'est une confiscation, parce que la poésie, c'est... Et on est quand même un peuple de poètes. Un peu, non, Annie? Il faut dire aussi, pour terminer, c'est anecdotique, mais pas pour terminer, pour répondre à vos questions, c'est que nous, on essaie d'être aussi assez cohérents dans notre politique, et qu'en ce moment, Lecture Plus travaille sur l'Odyssée. Donc il y a tous les spectacles pour enfants qui a lieu tous les mercredis en ce moment, sont sur l'année, il y aura 3 épisodes de l'Odyssée,
je ne fais pas de publicité parce que, hélas, c'est fermé, le bout à l'autre. Donc, c'est en rapport quand même avec ce travail, dans une dimension ludique pour les enfants et qui est assez passionnant parce que finalement on s'aperçoit que à travers la proposition artistique qui est faite, ben, le texte passe, l'histoire passe, et que les enfants sont au courant, ils ont des BD dessus, etc. Donc je me suis aperçu que finalement il y avait Ulysse, le voyage d'Ulysse traîne beaucoup de relations. Et puis, vous savez aussi, ou vous ne savez pas, qu'on a une formation professionnelle qui s'appelle la compagnie d'entraînement, et que l'auteur associé, un auteur associé chaque année, est Dimitris Dimitriadis, qui est grec, qui est un auteur contemporain connu, qui a été monté par Patrice Chéreau, et qui a travaillé beaucoup sur l'Odyssée. Il a même écrit un texte qui s'appelle Les Homériades, et qui, lui, vient en mars pour travailler avec la compagnie d'entraînement. Et pour nous, ce qu'on est heureux, c'est de faire ces synergies autour de cette bonne thématique de l'Odyssée. Même s'il y a cet événement qu'il a le 3 mai, tout autour, on a un travail sur l'Odyssée et Homère qui est assez passionnant. Voilà. Donc ça, c'est périphérique, c'est pas 2013, mais en même temps, c'est notre envie de cohérence. Voilà. Moi, j'ai envie de poser une question, oui. Du coup. Est-ce qu'on peut demander aux personnes qui animent les ateliers, les comédiens, du coup, c'est ça, hein, de peut-être venir faire un petit peu plus, peut-être que, enfin, une fois, plus qu'animer les ateliers, c'est-à-dire peut-être nous faire rentrer comme ça dans l'œuvre ou justement dans la synergie dont vous parlez, quoi. C'est-à-dire pas seulement de la technique vocale ou du placement, mais je sais pas, enfin, s'ils font partie des groupes de travail, d'échanges comme ça autour de l'Odyssée, peut-être ils peuvent en parler aussi au public qui va lire, mais qui aussi a envie d'en savoir plus. Notre position, c'est d'inventer aussi le compte à rebours, et donc on est disponible. On a mis en place ces ateliers, hein, il y aura 5 ateliers ici, avant la première, il y aura 5 ateliers, je pense au Jazz de Bouffon, il y aura 5 ateliers au tas d'ateliers, puis il y en aura d'autres. Et puis il y aura des rencontres, nous on est disponible. Hein, et quand vous dites, et à juste titre, que c'est des techniques et des outils, pour moi l'outil technique n'a d'intérêt que si vous permet d'accéder à une sensibilité, à un contact avec le texte. C'est uniquement pour ça. J'ai aucune leçon à donner en diction, aucune leçon à donner en rythme, mais tout ça pour accéder, pour que chacun, avec sa nature, son histoire personnelle, accède au texte. Et donc essayer d'enlever tout ce qui nettoyer les chemins, en fait. Mais en fait, c'est pas du tout des techniques à acquérir, c'est des techniques pour accéder, pour ouvrir des chemins. C'est ça, ma mentalité. D'accord. Donc c'est la mission, entre guillemets, que vous avez donnée aux personnes qui vont animer les... Et à moi et aux ceux qui l'ont, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Tu avais parlé des petites fiches sur les yeux, etc. aussi pour expliquer le fonctionnement par rapport entre les personnages. Oui, alors, mais ça c'est l'accompagnement, de même qu'il y aura une visualisation par vidéo de où on en est, qu'est-ce que ça raconte, on est dans le champ 4, le champ 4, il se passe ça. Je pense qu'on aura aussi des petites fiches sur les personnages, parce que ce qui déroute beaucoup les gens, c'est qu'ils partent dans une descente de rapide où tous les 2 mots, il y a un nom inconnu, et ça peut vite devenir faire un croche-pied à la lecture. Donc montrer que ce sont des personnes. Et je me souviens de Bob Wilson, qui est donc un grand metteur en scène, et qui disait à ses comédiens, parce que j'avais fait un stage avec lui, et qui disait il montait à Tchekhov, et il y a plein, j'ai rencontré Vladimir Ivanovitch, qui est dans la Vizcaya, etc. Je lui ai dit, s'il vous plaît, prenez, y compris le pompier qui est dans la coulisse, mais visualisez quelqu'un quand vous dites un nom. Et je me souviens d'un truc à l'école normale, j'avais fait une fois, parce que j'avais fait beaucoup de stages à l'école normale, je disais aux normaliens, enfin aux profs qui étaient là, donnez-moi 10 noms. Alors Jacques, Paul, Pierre, bien. Maintenant vous me redonnez les 10 noms dans votre classe, de ceux qui sont devant vous. Et là
on s'aperçoit que tout d'un coup, chacun a un portrait robot. On voit qu'il y en a un qui arrive en retard tout le temps, l'autre qui écoute tout le temps, l'autre qui... Rien que par l'intonation, la force qu'on a dans l'oralité, c'est de donner une désinformation que l'écrit ne décèle pas, et qu'on est obligé d'ailleurs en tant que comédien de faire. Et c'est génial, parce que, y compris prendre un être qui n'a rien à voir, en prenant le pompier de service, ne pas se retromper, tomber sur le bon profil du personnage qui est évoqué dans la pièce de Tchekhov. Mais il y a une incarnation. Et donc, quand je dis le nom, je fais passer cette existence humaine. Ce travail-là, il est passionnant, parce que tout d'un coup, on s'aperçoit que dire des noms en pensant à quelqu'un, pensant à mon oncle, eh ben le nom, il va tout d'un coup être vivant, et du coup, celui qui l'écoute ne va pas le vivre comme une espèce de chose morte qui arrête son imaginaire. Au contraire, l'enclenche. Alors, c'est mieux d'analyser, comme on peut le faire à l'école, quel est le caractère du personnage, etc. J'ai bien aimé Bob Wilson qui dit « Prenez n'importe qui, et prenez quelqu'un. Ne dites pas un nom propre, comme ça, dans le vide. » Et il est très bon comédien, vous savez, qui faisait l'impasse là-dessus. C'est-à-dire qu'ils disent j'ai rencontré Vladimir Ivanovitch, mais comment il est, Marius, c'est un gros, il est sympa, qu'est-ce que c'est, il a quel âge, etc., etc. Donc il y aura un gros travail aussi sur tous ces noms de dieux et tous ces gens qui traînent. Et que tu parles de fiches, c'est vrai qu'on voudrait une petite fiche où tous les personnages soient... J'ai commencé. Hein. Ah oui, oui, commencé, oui, il le faut. Oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Sinon, ça devient un obstacle. Un obstacle à l'adhésion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a oublié des choses, mais en tout cas, voilà. Merci, tout plein d'avoir fait le déplacement et puis pour beaucoup d'encourager ce travail. Et d'en parler, parce que c'est vraiment un travail de fond. Ouais. En tout cas, c'est bien d'en entendre parler parce que on peut transmettre aussi ces données en vie aussi, mon boulot. Donc voilà, on entend parler par les personnes qui l'ont conçu, ça permet aussi d'avoir envie d'y participer et de donner envie. Merci. Merci à vous. Je crois qu'il y a à boire. C'est oui. bon. Quand on aura buté sur les noms de Dieu. Il y a des dossiers pour ceux qui n'en ont pas ici. Oui. Bon, ben voilà. Merci. Je pense que je m'en suis rendu compte, mais quand même, c'est bien de le prendre.